Bonjour. Si on demande à un élève ou à quelqu'un dans la rue de citer un mathématicien, en général, on entend toujours parler de Pythagore et de Thalès. Alors, je ne vais pas m'intéresser spécialement à Pythagore en tant que personnage de l'histoire, mais ce qu'on peut dire à propos du théorème de Pythagore, qui a quand même traversé l'histoire des mathématiques et qui continue. Alors, en particulier, il s'appelle théorème de Pythagore, c'est l'Antiquité grecque. Et pourtant, on trouve avant les Grecs, avec les Égyptiens, qui font la géométrie de façon assez différente de ce que faisaient les Grecs. Ce principe-là, qui est une corde à nœuds. Ici, il y a 13 nœuds. Et avec les 13 nœuds, on peut mettre les deux nœuds des extrémités en contact pour faire une espèce de boucle ici. Et si on tend la ficelle avec ici 3 unités qui sont données par les nœuds, ici 4 unités aussi qui sont données par les nœuds, et ben, si on tend la ficelle, le troisième côté, avec 5 nœuds, fait l'hypoténuse finalement d'un triangle rectangle. Et donc c'est une façon dont les Égyptiens faisaient sur le terrain pour marquer, disons, un angle droit, en utilisant donc un piqué ici, un piqué là, de façon à avoir à cet endroit-là un angle droit qui correspond au fait que ce triangle 3, 4, 5 est un triangle rectangle. Alors en fait, si on regarde ce que font ensuite les Grecs dans la géométrie grecque, pour eux, parler du carré de 3, du carré de 4 et du carré de 5, donc faire quelque chose qui dit que 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré, c'est une version très très moderne. En fait, quand on énonce le théorème de Pythagore et qu'on annonce donc que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est parce que en fait, les Grecs construisent des carrés sur l'hypoténuse et sur les deux côtés de l'angle droit et constatent que l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est la somme des aires des deux carrés construits sur les côtés de l'angle droit. A priori, ça a une répercussion, disons, numérique. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, c'est possible, mais en fait, c'est un carré de côté 3 plus un carré de côté 4 qu'on arrive à réarranger de façon finalement à former un carré de côté 5. Et donc, c'est ça le principe de la démonstration du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore s'appelle Pythagore pour nous, il s'appelle sous différents noms suivant les différentes latitudes, les différents pays. Et on en trouve des traces, on va y revenir, mais on trouve des traces sur la tablette Plimpton, qui est donc une tablette babylonienne, Plimpton 322, qui est une tablette babylonienne qui remonte à il y a peu près 4000 ans par rapport à nous. Donc c'est pareil, c'est bien avant la géométrie grecque et même avant les Égyptiens, quoi, disons. Voilà quelques façons de démontrer, disons, le théorème de Pythagore. Ce sont des animations qu'on peut trouver sur le web du Palais de la Découverte, mais ce sont des animations qui ne donnent donc pas une démonstration, mais un schéma pour la démonstration. Il reste à rédiger la démonstration. Alors si on regarde ici, le triangle vert, disons, est entouré par 3 carrés. Il y a un carré qui est construit sur le petit côté de l'angle droit, un carré qui est construit sur le grand côté de l'angle droit, et un carré qui est construit sur l'hypoténuse. Et donc, on va faire des transformations géométriques pour transformer les deux carrés qui sont construits sur les côtés de l'angle droit sur le carré de l'hypoténuse. Donc, allons-y. Voilà. L'idée, c'est déjà de commencer par déformer le carré bleu et le carré jaune. On les déforme en parallélogramme, l'aire ne change pas. Donc, pour le moment, en bleu et en jaune, on a toujours la même aire qu'au début. On a fait la même chose, donc ça n'a toujours pas changé, sauf que maintenant, ce qu'on obtient, l'aire bleue et l'aire jaune, ce sont des aires de rectangle et qui, ensemble, forment le carré de l'hypoténuse. Donc, le principe de la démonstration, disons, c'est simplement de trouver un moyen de faire en sorte que l'aire d'un carré et de l'autre réussissent à faire l'aire du carré de l'hypoténuse. Alors, il y en a d'autres, par exemple celle-là. On déforme, hop, ça c'est une démonstration qu'on trouve dans Euclide. Donc ici l'idée c'est de couper le carré ici. Le carré est fait avec deux moitiés qui sont des triangles rectangles. Le triangle rectangle a une certaine aire qui est base fois hauteur, donc quand on déplace le sommet ici, le triangle jaune a toujours la même aire
que la moitié du carré. Donc, si on fait la même chose sur l'autre, eh ben, on aura 2 fois la moitié de l'un et de l'autre carré. Alors, ce que fait Euclide, c'est de faire tourner la partie jaune ici autour du sommet. Voilà, et de le ramener en demi-rectangle, donc en rectangle, et pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est donc une deuxième démonstration, disons. Celle-là, c'est une démonstration par découpage. C'est quelque chose qu'on trouve dans la littérature chinoise. Donc si on regarde la façon dont s'y prend ce chinois, d'abord les 2 carrés qui sont sur le côté de l'angle droit vont être déplacés et finalement, quand on regarde ici, le carré bleu ici est venu se mettre par-dessus le triangle. Donc le carré qui est construit sur un côté n'est pas forcément construit à l'extérieur, il peut être construit d'un côté ou de l'autre, de façon à réussir à faire les transformations géométriques ou les découpages correspondants. Donc ça, c'est encore une démonstration, disons. Alors maintenant, ça c'est une démonstration peut-être plus algébrique. L'idée, c'est qu'on a un grand carré, à l'intérieur duquel apparaît le carré de l'hypoténuse. Ça reste à démontrer qu'effectivement, quand on place 4 triangles comme ici, un premier triangle ici dans un coin, un deuxième, un troisième, un quatrième, quand on place les 4 triangles comme ça, il reste à démontrer que ce qu'on fait, c'est bien un carré à l'extérieur, qu'on a bien un carré à l'intérieur, qui est bien un carré de côté C, de façon à pouvoir dire, à pouvoir faire les calculs, disons, de l'aire d'un triangle, de l'aire du carré central, pour finalement faire les simplifications qui permettent d'établir que A carré plus B carré est égal à AC carré. Donc voilà, ça c'est la suivante, qui utilise une homothétie, et qui est quelque chose qu'on pourrait faire presque avec n'importe quelle figure, pas forcément un triangle. La suivante. Là, c'est simplement par découpage. Quand on regarde le résultat, les 4 triangles ici se déplacent de façon à former un rectangle ici, un rectangle là, et à laisser de part et d'autre un petit carré et un grand carré. Ce qui reste par rapport aux 4 triangles est tantôt le carré de l'hypoténuse, tantôt les 2 petits carrés construits sur les côtés de l'angle droit. Que ce soit avec des découpages, que ce soit avec des transformations géométriques, rotation, etc., de toute façon, ça nécessite de faire une démonstration pour s'assurer que le résultat est bon, quoi, disons. Ce qu'on appelle le théorème de Pythagore donc, traverse l'histoire sous différents noms, hein, d'ailleurs, et même avant les Grecs de l'Antiquité, puisque, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle la tablette Plinton 322, qui date de presque 4000 ans avant nous, et qui contient, donc c'est une tablette babylonienne, qui contient un certain nombre de choses qu'on a mis un certain temps à décoder. Disons ici il y a des angles, et ici il y a des nombres entiers. Et en fait, quand on regarde ce dont il s'agit, c'est un petit peu comme les Égyptiens qui avaient un triangle rectangle avec 3, 4, 5. 3 à 4 sur les côtés de l'angle droit et 5 sur l'hypoténuse. Et bien là, on a un certain nombre de ce qu'on appelle des triplés pythagoriciens, c'est-à-dire des nombres entiers qui mesurent en même temps l'un l'hypoténuse et les 2 autres les côtés de l'angle droit pour le même triangle rectangle. Donc la question, c'est de trouver 3 nombres, et il y a un certain nombre de solutions dans cette tablette, 3 nombres qui mesurent les côtés d'un triangle rectangle et qui en plus sont des nombres entiers tous les 3 en même temps. Alors, une façon de voir un petit peu comment on peut attraper ce genre de choses et ne pas rester seulement tout le temps au niveau de 3, 4, 5, d'avoir tout le temps le même triangle 3, 4, 5, 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, 9 plus 16 égale 25. On peut utiliser ici des petites perles pour marquer les carrés. Ici, j'utilise une perle, j'ai juste un carré de côté 1, donc ça fait 1 au carré, c'est 1. Maintenant, si j'en rajoute ici autour, presque autour, je me retrouve avec ici 3 perles de plus et finalement un carré de côté 2. Donc ça veut dire que le carré de côté 2, 4, c'est le carré de côté 1, plus les 3 perles que je viens d'ajouter. Alors si je continue,
Jusque-là, ce n'est pas très, très intéressant. Mais si je continue, ici, j'en rajoute 1, 2, 3, 4, 5. Et puis le carré de côté 2, qui valait 4, donc, maintenant, avec les 5 en plus, devient un carré de côté 3, et ça vaut 9. Donc 2 au carré, plus 5, ça vaut 9. Si je continue, je vais le faire comme ça, je vais en rajouter 5 à nouveau. Et donc ça veut dire que j'ai reporté exactement la même chose que la fois d'avant. Et il m'en manque clairement 2, une ici et une là, pour réussir à faire le carré de côté 4. Et ça veut dire que ici, je peux dire que 16, c'est 9, plus les 7 qui sont là. Les 7, ils proviennent des 5 précédents, plus les 2. Et à chaque fois, je peux rajouter les perles. Je rajoute à nouveau la même quantité de perles. Et il m'en manquera une à chaque bout. Voilà, 4 ici. 5. 6. Si elle veut bien s'y mettre. 7. Et il m'en manque 2 ici, donc je passe de 7 à 9. C'est-à-dire que c'est l'impair suivant. Si on regarde, ici j'ai démarré avec 1, qui est le premier impair, ensuite 3, ensuite 5, 7, maintenant 9. À chaque fois, j'en rajoute 2, il m'en manque 2. Quand je reproduis exactement la même chose, il manque les 2 ici. Et si je regarde ce que j'ai obtenu ici, j'ai 4 au carré ici, plus 9 est égal à 5 au carré. C'est-à-dire que, comme d'habitude, le carré, ici, par exemple le carré de côté 3, plus l'impair correspondant, me donne le carré suivant de côté 4. Mais là, l'impair suivant, c'est un carré lui-même. C'est-à-dire que 9, c'est déjà le carré de 3. Donc, le 4 au carré qui est ici, qui devient 5 au carré, il le devient avec un impair qui est un carré lui-même. Et ça arrive de temps en temps. 1, 3, 5, 7, 9. La prochaine fois, je vais ajouter 11, ce n'est pas un carré. La fois d'après, je vais ajouter 13, ce n'est pas un carré. La fois d'après, je vais ajouter 15, 17, 19, 21, 23, 25, c'est un carré. Ben, c'est bon, ça veut dire que cette fois-là, j'aurai un carré plus un impair qui est lui-même un carré, qui va me donner finalement un nouveau carré, qui est le carré suivant de celui que j'avais déjà fabriqué. Donc j'ai une façon comme ça, à partir de là, d'obtenir des triplés pythagoriciens, et en grande quantité, puisque des impairs qui sont des carrés, il y en a beaucoup. Il y a 1 au carré, il y a 3 au carré, 5 au carré, 7 au carré, 9 au carré, tous les impairs élevés au carré, ça me donne à nouveau des impairs. Donc il y a un moment où ils vont apparaître dans cette façon de former les carrés les uns derrière les autres. Il y a un moment où ces impairs-là vont apparaître, et donc régulièrement j'aurai une nouvelle formule pour un nouveau triplet pythagoricien, disons. Pas seulement 3, 4, 5, mais les suivants aussi. Alors est-ce qu'on les obtient tous? Non, mais on en obtient quand même un certain nombre, et même carrément une infinité. Un petit peu comme dans la tablette babylonienne, on en a quelques-uns, ben là carrément on en a une infinité. On ne les a pas tous, mais on en a une infinité. Alors en fait cette histoire de perles, c'est quelque chose qui est relativement simple. Hein. Si on regarde le grand carré par rapport au petit carré précédent, on peut dire qu'on est passé de n à n plus 1. Et quand on calcule n plus 1 au carré, c'est tout bêtement n carré plus, ben, on développe, comme on a l'habitude de faire, 2n plus 1 qui est lui-même un nombre impair. Donc il n'y a pas de problème. La technique ici correspond simplement, est une traduction simplement de cette chose-là, cette égalité-là, à partir de n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc. Alors maintenant, c'est clair qu'ici apparaît un carré et un deuxième carré, et qu'ici on voudrait que ce soit un carré. Le plus simple, c'est de dire que c'est le carré d'un nombre impair. Donc je redémarre avec 2n plus 1 au carré, ça c'est le carré d'un nombre impair. Cette chose-là, si je regarde ce que c'est, si je développe de la même façon, je vais avoir 4n carré plus 4n plus 1. Donc ça me fait bien un nombre impair, c'est 2 fois 2n carré plus 2n plus 1. Ça c'est un nombre impair. Si on regarde l'impair qui intervenait ici, ben, c'était l'impair, il était sous la forme 2 fois n plus 1, et ça faisait apparaître n et n plus 1 au carré. Donc ici, il est sous la forme 2 fois cette chose-là plus 1. Donc ça veut dire que le 2n plus 1 au carré, il apparaîtrait dans le développement de 2n carré plus 2n plus 1 au carré. Ça, c'est 2n carré plus 2n au carré plus lui. Et donc ici, j'ai bien un nombre entier élevé au carré égale un nombre entier élevé au carré plus un nombre entier élevé au carré. Donc je peux l'interpréter
ici, j'ai une longueur d'hypoténuse, ici, j'ai une longueur d'un côté de l'angle droit, et ici, une longueur d'un autre côté de l'angle droit. Et je vais récupérer, suivant les valeurs de n, toute une ribambelle, une infinité de nombres de triplets pythagoriciens, qui donnent donc des triangles du style 3, 4, 5, mais un petit peu plus originaux que 3, 4, 5, qui traînent un peu partout depuis l'Antiquité égyptienne, quoi, disons. Alors, on va voir une application un peu curieuse du théorème de Pythagore. Je démarre avec un côté qui a une longueur que j'appelle 1. Je décide que c'est l'unité de longueur. Et je construis donc un triangle rectangle en rajoutant perpendiculairement ici un côté qui est à nouveau de longueur 1. Alors maintenant, j'ai deux côtés de l'angle droit. Je relie ici et je récupère l'hypoténuse. Bon, celui-là, tout le monde le connaît. Côté 1, 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Donc l'hypoténuse fait racine de 2. Alors maintenant, sur ce côté-là, je recommence la même chose. C'est-à-dire, je rajoute, en partant perpendiculairement, une longueur de 1 ici. Et donc, je récupère un triangle qui a deux côtés de l'angle droit qui sont l'un racine de 2, l'autre 1. Et donc, une hypoténuse ici. Donc, je peux calculer la longueur. Racine de 2 au carré, ça fait 2. 1 au carré, ça fait 1. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, ici, le carré, c'est 3. Donc, le nombre lui-même, la longueur elle-même, c'est racine de 3. Et je recommence. Je pars perpendiculairement. Je mets une longueur de 1 ici. Racine de 3 au carré plus 1 au carré, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc je récupère ici une longueur de l'hypoténuse qui est racine de 4. Tout le monde sait que c'est sensiblement 2. Mais ce qui m'intéresse, c'est que en fait, le 1 qui était ici, j'aurais pu l'appeler racine de 1. Ici, j'ai racine de 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4. La prochaine fois que je vais recommencer la manip, en partant perpendiculairement, en rajoutant une longueur de 1, je vais récupérer un triangle rectangle, dont un côté a pour longueur racine de 4, l'autre côté a pour longueur 1. Racine de 4 au carré, ça fait 4, plus 1, ça fait 5, et donc je récupère ici comme hypoténuse racine de 5. La prochaine fois, ce sera racine de 6, la fois d'après, racine de 7, racine de 8, etc. C'est-à-dire je récupère une espèce de dessin ici en spirale, donc on appelle ça l'escargot de Pythagore pour signifier le fait qu'il y a cette spirale. Et l'escargot de Pythagore, c'est essentiellement les longueurs de toutes les racines carrées des nombres entiers à partir de 1, racine de 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, racine de 5, etc. De temps en temps, ça tombe sur un entier, effectivement, et en général, c'est des irrationnels. Alors maintenant, ce qu'on peut faire qui est un peu curieux, c'est, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas faire un dessin assez précis, mais disons que l'idée, c'est, je dessine ici un cercle centré en ce point-là. Alors comme il a pour rayon 1, son aire, on sait que c'est pi fois r au carré, donc pi fois 1 au carré, donc pi. Donc l'aire de ce disque ici, le premier disque qui est ici, c'est pi. Maintenant, si je fais la même chose, un cercle qui passe par ce point-là, ici, toujours centré en ce point, il passe ici, donc il est de rayon racine de 2. Son aire, c'est pi r au carré, donc pi fois racine de 2 au carré, donc pi fois 2. 2pi, ça veut dire que, ok, il est de surface d'air de pi, mais c'est pi en plus que le premier cercle, que le premier disque. Donc la largeur de la bande ici, la couronne qui est entre les deux disques, fait pi comme r. Alors je recommence, je viens ici, je dessine un cercle, bon je ne le fais pas, mais je dessine un cercle ici centré toujours au même endroit et qui passe ici, il a pour rayon racine de 3, et son r, ça va être pi fois racine de 3 au carré, donc 3 fois pi, à nouveau pi en plus du disque précédent. Et donc on va avoir comme ça, au fur et à mesure, des couronnes qui sont de plus en plus fines en fait, parce qu'elles sont de plus en plus longues, mais j'ai des couronnes qui se mettent les unes à côté des autres et qui vont être toutes d'air pi. Donc c'est quand même assez curieux, dans un truc qui est juste le théorème de Pythagore décliné un certain nombre de fois, qu'on réussisse à trouver le nombre pi et puis une telle profusion de fois le nombre pi. C'est le nombre pi qui apparaît de façon bizarre ici. En fait, on va voir que pour le calcul du volume de la boule, c'est plutôt le contraire. On s'attend bien à trouver le nombre pi qui intervienne dans le volume de la boule. Et en fait, c'est le théorème de Pythagore qui arrive, quoi. Alors, pour calculer un volume, il y a un principe qui vient d'un mathématicien italien qui s'appelle Cavalieri, qui dit pour l'essentiel que si je prends un paquet de cartes comme ça, et que je modifie la disposition des cartes les unes par rapport aux autres, je ne change pas le volume occupé par les cartes. Ça peut être le volume tout bête, bien empilé comme il faut, mais peu importe la façon dont je l'empile, le volume sera tout le temps le même. Donc c'est ce principe-là qu'on peut utiliser pour calculer assez simplement le volume de la boule. Alors, en fait, pour une boule comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le volume de la demi-boule. Donc je prendrai une demi-boule,
Et cette demi-boule, je vais essayer de la découper, exactement comme le paquet de cartes, en suivant parallèlement au plan de l'équateur, disons. Donc ce que je vais faire, c'est, si on dessine les choses comme ça, disons qu'ici, je suis au centre de l'équateur, et ici, je suis à l'altitude 0. Si je m'arrête à un endroit, j'aurai une certaine altitude h, et finalement, tout en haut, je suis à l'altitude grand R, si j'appelle grand R le rayon de la sphère. D'accord ? Je regarde ce qui se passe à la hauteur petit h. Donc ici, cette hauteur-là, c'est petit h. Je coupe la sphère avec un plan horizontal, ça veut dire que ce que j'obtiens ici, c'est un cercle qui va être petit vers le haut et qui va être le cercle de l'équateur tout en bas. Ici, j'ai un certain rayon, petit r, et pour déterminer le rayon en question, c'est pas compliqué, j'ai juste à appliquer le théorème de Pythagore, puisque ici je suis à l'horizontale, ici je suis sur l'axe vertical, donc ici j'ai un angle droit, et ce que j'ai à cet endroit-là, c'est l'hypoténuse, c'est le rayon de la sphère, grand R. Donc le théorème de Pythagore dit tout bêtement que grand R au carré est égal à petit r au carré plus petit h au carré. Alors maintenant, si je regarde ce qui m'intéressait en fait, c'est la surface de ce disque. Bon, ben, j'ai une formule qui me dit que c'est pi r au carré. Donc je vais tout multiplier par pi ici. Ce que j'obtiens, c'est pi r au carré, pi grand R au carré, égale pi petit r au carré, plus pi petit h au carré. C'est bête, mais maintenant, il y a juste à extraire ce qui m'intéresse, la surface du petit disque. Bon, ben, c'est pi petit r au carré, égale, en passant le pi h au carré de l'autre côté, hein, pi grand R au carré, moins pi petit h au carré. Je n'ai pas fait grand-chose, et maintenant, j'ai juste à interpréter au niveau géométrique ce qui se passe. Ce que j'ai ici, c'est ce que je cherche, c'est la surface du petit disque. Ce que j'ai ici, c'est la surface d'un disque qui a pour rayon grand R au carré. Peu importe la hauteur à laquelle j'ai coupé, c'est tout le temps grand R au carré. C'est tout le temps le même rayon, c'est le rayon de base du cercle ici. Donc ça veut dire que je suis en train de monter suivant un cylindre à partir de 0 jusqu'à grand R. Donc j'ai ici la section d'un cylindre. Et ici, pi petit h au carré, c'est la surface d'un cercle, d'un disque, qui aurait comme rayon le petit h qui est ici. Le petit h qui est ici comme rayon, bah, c'est exactement la situation d'un cône. Donc ici, j'aurai, avec une longueur petit h ici, un cône qui est la pointe en bas par rapport à la demi-sphère que j'ai ici. Donc j'ai simplement à regarder maintenant à toutes les hauteurs la section de la demi-boule. C'est la même chose que la section du cylindre, moins la section du cône. Donc ça veut dire que finalement, le volume complet de la demi-boule, bah, ça s'obtiendra comme le volume du cylindre, moins le volume du cône. Donc c'est quelque chose qu'on peut expérimenter avec une manipulation sur des petits vases communicants. Mais disons que pour l'essentiel, là maintenant, j'ai ce qu'il faut pour calculer le volume de la demi-boule, et donc en multipliant par 2, le volume de la boule. Alors ici, on a une manipulation de vases communicants. À l'intérieur de ces cylindres, on a un certain niveau de liquide, et on va faire passer ce liquide dans ces deux objets. Alors pour des raisons techniques, au lieu de faire ce qu'on a fait dans le calcul à partir du théorème de Pythagore, on va faire un petit peu l'opposé, c'est-à-dire que ça va être plus simple si ici, au lieu de calculer pi r2 à partir de pi h carré, on fait apparaître l'opposé. Pi h carré égale pi grand R au carré moins pi petit r au carré. Donc c'est ce qu'on va avoir ici. Quand on fait passer le liquide, il va venir ici prendre la place entre la demi-boule, qui est ici à l'envers par rapport au dessin de tout à l'heure, et le cylindre. Et par contre, de ce côté-là, le liquide va venir se mettre à l'intérieur du cône et non pas entre le cylindre et le cône. Donc ici, on est en situation de regarder la section du cône comme la différence entre la section pour le cylindre et la section pour la demi-boule. Donc l'espace qu'il y a entre le cylindre et la demi-boule, c'est le même que l'espace qu'il y a dans le cône, la surface qu'il y a dans le cône. Alors on peut faire ça à tous les niveaux.
Et on constate que ça va marcher à tous les niveaux, mais c'est ce qu'on avait calculé avant de faire la manipulation hydraulique, disons. C'est ce qu'on avait calculé déjà simplement avec le théorème de Pythagore. Voilà, au fur et à mesure que le niveau descend ici, il monte de ce côté-là. Et la surface qui est ici est la même que celle qui est là, entre le cône, en dessous du cône, ou bien entre le cylindre et la demi-boule. Donc il ne reste plus qu'à finir le calcul. Si on veut le volume de la demi-boule ici, eh ben, c'est le volume du cylindre moins le volume du cône. Le volume du cylindre, sa surface de base, c'est pi r2 multiplié par sa hauteur qui est r. Donc ici, on va avoir pi r2 fois r. Le volume du cône, c'est 1/3 de la surface de base multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est à nouveau r. Donc 1/3 de pi r2 fois r. Et si maintenant on regarde le résultat, ben, ici ça fait pi r au cube. Ici 1/3 de pi r au cube. Le résultat c'est 2/3 de pi r au cube pour la demi-boule. Donc pour la boule tout entière, 2 fois plus, c'est-à-dire 4 fois 4/3 de pi r au cube. Et donc maintenant on a le volume de la boule à partir du nombre pi sans avoir repris un calcul extraordinaire, simplement en utilisant le théorème de Pythagore et en sachant ce qu'on sait sur le cercle et sur le disque. On récupère le volume de la boule, 4/3 de pi r3, c'est le même pi qui apparaît, c'est pas magique, c'est normal.